Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis et je suis aujourd'hui avec un invité de marque, monsieur Xavier Jean. Salut Xavier. Salut Steph. Pour parler de ton nouveau film, Farang, qui sort dans les salles. Nos auditeurs te connaissent pour le cinéma d'horreur, le cinéma gore, frontière. Bon, c'est vrai que tu avais fait Hitman aussi à l'époque, qui est un film d'action, quoi. Mais là, Farang, c'est un film d'action, un film de baston, assez atypique, j'ai envie de dire, pour le cinéma français. Limite, on se dit, normalement, c'est un film qui devrait sortir sur Netflix. Et non, c'est sur grand écran. On voit ça en salle. Ça sort le 28 juin prochain. C'est ça. Le même jour qu'Indiana Jones. Alors, attention. Exactement. Voilà. Et et j'aimerais bien que tu nous racontes du coup un petit peu la genèse du projet. C'est un film d'action. C'est une histoire assez simple, hein, finalement. C'est un gars qui sort de tôle, qui a fait une embrouille, qui se retrouve à partir en Thaïlande pour échapper en fait à à la justice. Voilà, c'est ça exactement. Et surtout aux gens qui le poursuivent, quoi. Et sur place, embrouille de nouveau, même s'il a fondé une famille, même s'il veut refaire sa vie. Et là... il tombe sur le mauvais gars. Voilà, c'est ça. Et là, vengeance. T'as vu comment j'ai raconté ça de manière totalement... les mots-clés. donc voilà, quoi. Mais vas-y, je t'en prie. Alors, en fait, c'est venu d'une envie de tourner un film sur un expatrié. C'est-à-dire que, je sais pas, on était en 2015, 2016. Et je dirais que quelque part aussi, c'est venu de Only God Forgive. C'est-à-dire Only God Forgive, quand je vois le film, je m'attends à voir un drive en Thaïlande. Et... c'est pas ça. Après, j'adore le film et je m'attendais à vraiment autre chose. Et je me dis, il y a pas le truc que j'espérais. Et ça m'est resté en tête. Je me dis, tiens, c'est con quand même. Je m'attendais vraiment à un truc vénère là-bas. Puis le temps passe et je lis des articles de gens expatriés là-bas. L'histoire de Michael Blanc. C'est le mec qui était en prison en Indonésie, condamné à vie pour trafic de drogue. Ouais. Puis je me dis, tiens, je pourrais écrire une histoire sur un mec qui va là-bas puis qui tombe pour des conneries. Et puis je commence à écrire une histoire, puis sort Une prière avant l'aube de Jean-Stéphane Sauvert. Ouais. Et je me dis, voilà, c'est fait. Et c'est super bien fait, avec Joe Cole, et la vraie histoire de Billy Batson que j'avais lue, en fait, en me disant, ça pourrait être un super film. Et Jean-Stéphane le fait de manière incroyable. Ouais. Je trouve son film hyper dense, dark, enfin, c'est absolument brillant. Et je me dis, je laisse tomber, mais j'avais déjà écrit un truc. J'avais développé une version du scénario avec Stéphane Cabel, le scénariste du Pacte des Loups. Pacte des Loups, bien sûr. Et puis on n'a pas réussi à trouver, on n'a pas réussi à craquer le code de ce que ferait un bon film. Et je pars faire Papicha en production. Et là, Guillaume Le Mans, le film de ta femme. Le film de ma femme, ouais. Et donc là, je pars avec ma femme en Algérie. On tourne le film. Le film, ça se passe plutôt bien. Puis là, Gareth Evans m'appelle pour faire Gangs of London, pour faire 3 épisodes. Et je lui dis, super, tiens, j'ai cette histoire en Thaïlande. Et il me fait, c'est cool. On en parle comme ça succinctement, mais bon, j'ai pas de projet plus que ça de le faire. Et pendant que je suis en train de tourner Gangs, Guillaume Le Mans, le scénariste de À bout portant, m'appelle et me dit, écoute, tu m'avais pitché ton histoire de mec en Thaïlande, mais je pense que ça serait génial de faire un vrai film de baston à la française, et faut pas que tu lâches. C'est lui qui me motive à reprendre le projet. Intéressant. Et je lui dis, ouais, mais regarde, il y a eu Une prière avant l'aube, c'est hyper bien fait. Et il me dit, non, mais pense pas à on fait un vrai actionneur français. Et c'est lui qui me met la puce à l'oreille sur ce que doit être le film. Et là, on rencontre une scénariste qui s'appelle Magali Rossito. Et avec Guillaume, on réécrit, on refonde l'histoire. Et moi, pendant que je suis en train de tourner Gangs of London, je suis entouré de mecs ultra brillants, comme Gareth Evans, comme Jude Poyer, mon action designer, chorégraphe de combat. Et je suis en train de me dire, mais en fait... faire de cette manière-là. Le code, la manière de craquer le code du film d'action à la française, c'est de garder ce réalisme qu'on arrive à mettre dans Gangs of London. Donc finalement, utiliser la recette que j'étais en train d'appliquer sur une série anglaise et la fondre dans un récit français, dans un récit francophone. Donc être finalement dans une structure sociale, un environnement social réaliste,
pour ensuite aller vers le baroque et la chorégraphie des séquences d'action, que tu puisses te prendre vraiment dans la gueule et que l'extraordinaire d'un coup surgisse de manière complètement folle, parce que c'est filmé de manière très réaliste, c'est presque en plan séquence dans les séquences d'action, et on évite le surdécoupage comme on le fait généralement en Europe, ou les productions EuropaCorp de l'époque. Et là, Gareth... Que tu connais bien, parce qu'on a parlé d'Hitman, voilà. Et surtout, Gareth et Jude m'apprennent littéralement, c'est devenu mes mentors, ils m'apprennent littéralement comment filmer l'action. Et ça, c'est sur Gangs of London vraiment que t'as appris clairement. ça, quoi. D'accord. En fait, je me rends compte en fait que je ne savais pas mettre en scène ces séquences-là, et je l'apprends littéralement. Je vois comment on peut rentrer dans le détail des choses, je vois comment on fait les chorégraphies, et je me dis, en fait, on peut vraiment faire des trucs incroyables. Et finalement, j'upgrade mon cinéma, je me dis... style, quoi. Ouais. Et puis surtout, ça me permet de... C'est même pas une histoire de style, c'est une manière de raconter et de rendre la dramaturgie des séquences d'action... on va dire avec un vrai enjeu émotionnel. C'est-à-dire que dans Gangs, j'ai réalisé une séquence d'un groupe de Nigérians qui vont massacrer un des personnages albanais de l'histoire, et mu par la rage de se faire tuer, il va les défoncer à coups de machette. Et je me suis dit, cette séquence-là, je sais que j'avais qu'une journée pour la faire, donc avec Jude, je sais qu'on peut faire une scène d'action de 45 secondes en un jour. Donc je me dis, tiens, sur Farang, je peux me payer finalement 3 grosses séquences d'action, parce que je peux avoir 5 jours pour faire mon climax dans l'ascenseur, 4 jours pour faire le build-up à ce climax qui est la scène du couloir, une journée, on va dire, pour le drame fondateur de cette histoire, et 3-4 jours supplémentaires pour la scène de la cuisine quand ils vont chez Kassem, et une scène dans le couloir aussi quand il va se faire des bodyguards dans le bordel thaïlandais. Et je me dis, avec ça, je peux saupoudrer mon récit. Puis en fait, j'écris à partir de ça. Et j'écris en me disant, voilà, j'ai des rendez-vous précis à prendre dans le film. On construit le récit vraiment comme un build-up. Et avec Jude, en fait, on travaille comme une composition musicale. On se dit, tiens, on va donner un tempo à l'action. Et on va essayer de construire les choses. Et en fait, le film, à partir du moment où il part, on s'est dit, faut pas qu'il redescende. Mais alors à ce niveau-là, en fait, de la production, parce que si j'ai bien compris, tu écris le film à l'envers, c'est-à-dire que tu écris d'abord les scènes d'action, c'est un peu la Jackie Chan, en fait, finalement, c'est ce qu'il faisait dans les années 70-80, quoi. C'est-à-dire qu'il écrivait les grosses set pieces, les grosses scènes d'action, puis après, finalement, il faisait le récit autour du film, quoi. Exactement ça. Et il le faisait rentrer là-dedans. Mais alors, du coup, à ce niveau-là, en fait, t'avais déjà le financement, enfin, ça marchait comment? Parce qu'un film comme ça, un film comme ça en France, c'est complètement inattendu, quoi. En fait, on s'est dit qu'on n'aurait pas un gros budget, et c'était assez inespéré, donc on s'est dit, on va l'écrire pour un petit budget de film français, c'est-à-dire un film entre 2 et 3 millions max. Et puis on s'est dit, faisons-le, envisageons-le comme ça, puis on verra ce qui se passe. Et on s'est pas mis trop de barrières, on l'écrit de cette manière-là, puis une fois qu'on a eu une première version du script, on le réécrit, on pousse un peu les choses, on renforce les enjeux. Les scénaristes ont fait un boulot incroyable, on a fait des lectures avec les comédiens pour vraiment se dire, essayons de pousser vraiment d'abord le scénario pour qu'il soit vraiment de qualité, qu'on ait de l'émotion. Et moi je me disais, ça sert à rien de faire quelque chose de trop alambiqué, c'est un revenge movie, mais par contre je veux travailler sur l'émotion. Je vais essayer de trouver quelque chose qui me permette d'aller chercher le cœur du spectateur. Et pour ça, tu vas trouver la ref Ripou. Mais je me disais, regarde dans Lionheart avec Jean-Claude Van Damme. Mais en fait, tu rigoles, mais le truc, c'est que je sors du film, je me dis, mais c'est un Van Damme. En fait, c'est un Van Damme, mais avec des scènes d'action que t'as pas dans les Van Damme, parce que Van Damme, il faisait son roundhouse kick, et puis voilà, c'était réglé. Et lui, il était très charismatique et tout, c'était lui qui faisait le job sur le film, quoi. Mais c'est vrai qu'en fait, je me suis dit, c'est étrange, en fait, parce que j'ai l'impression de revenir 30 ans en arrière, si ce n'est pour les bastons, en tout cas. Mais vraiment, en fait, sur le récit, de voir un film comme j'en ai pas vu depuis en 92, quoi. C'est ça, tu vois, et d'accord, moi je pensais à Kickboxer, tu vois. Mais on était dans ce feeling là, en fait, on se disait, essayons de retrouver cette vibe, en fait, de film d'action de vidéoclub qu'on kiffait aller voir, qu'on allait voir en salle quand même, parce qu'en fait c'était le film d'action du mois, puis t'y allais. Et en fait on voulait, moi ma volonté c'était vraiment de retrouver cette nostalgie que j'ai eu quand j'étais ado, de voir des films d'action qui étaient cultes et que je me matais 10 fois. Je sais qu'à l'époque, Bloodsport, je me le suis maté 10 fois, voire plus, tu vois. Alors que c'est pas un grand film, mais...
Non, mais le truc, c'est qu'on sait aussi que Bloodsport, voilà, ça a généré une star, en fait, Ouais, si tu veux, littéralement. Et en fait, tu peux comprendre même encore aujourd'hui, quand tu revois le film, pourquoi, en fait, le film a fait autant de buzz à l'époque, quoi. Mais alors, justement, il y a des contraintes, comme tu l'as dit. Tiens, on peut faire ce type de cinéma d'action, on peut l'importer en France, mais en fait, il faut qu'on ait quand même des vrais combattants. Tu vois, quand Gareth Evans il part... moi, je suis pas un grand fan de The Raid et tout ça, etc. Mais par contre, en fait, c'est plus la faction dont c'est... justement, moi, je préfère Farang parce que je trouve justement, en fait, que tu fonds les deux styles, en fait. Tu fonds le côté vénère, etc. Mais je trouve que t'es un peu plus stylisé, je trouve que... Et surtout, sur un côté... en fait, t'es à l'économie. Eux, c'est tout le temps, en fait, de l'abattage, tu vois, et ils peuvent se permettre parce qu'ils ont des stars, Iko Uwais, tu vois, voilà, il s'est tapé et tout, quoi. Mais justement, nous, ici, en France, on n'a pas forcément des mecs comme ça. Donc, comment ça se passe, en fait, pour toi? En fait, on en a, et c'est le cas de Nassim Lies. Nassim, c'est un ex... mais qu'à la base, qui n'était pas connu pour ça, quoi. Non, mais parce qu'il est connu pour faire de la comédie, mais c'est un acteur qui est capable de faire de la comédie et qui a l'intelligence d'aller vers le drama, qui a été champion de kickboxing des moins de 21 ans. Donc, il a une vraie base de combattant. Donc, il faisait du pied-point depuis un moment. Donc, il était taillé pour. Et ça, je suis arrivé, je l'ai rencontré, il avait déjà le corps qu'il a dans le film. Donc, il s'est pas préparé pour le film, il était déjà prêt, en fait. Et derrière, je lui dis, voilà, on va faire des action assessments. Donc, un action assessment, c'est envoyer ton acteur avec l'équipe d'action design, donc avec Jude. Et Jude le voit en Angleterre, il lui fait passer une journée de test pour voir jusqu'où il peut faire les scènes d'action. Comme ça, on peut envisager les chorégraphies de scènes de combat avec lui, ou quand est-ce qu'on doit le lâcher pour faire avec une doublure. Et donc, on voit, et finalement, Nassim, on l'a doublé sur un plan. D'accord. Et un plan où il doit nager vers sa maison. D'accord, ok. Tout le reste, il a tout fait. Parce qu'il a déjà ce background, il est hyper agile, c'est un vrai combattant, et il est incroyable. C'est vraiment incroyable. Même des fois, c'est des stunts en face qui n'étaient pas carrés comme lui. Et après, il prend du risque, il va chercher le risque. Et donc, quand il y a le combat de boxe taille sur le ring, il y va vraiment. Il tape vraiment, les mecs le tapent vraiment. Il a failli se casser le bras parce que les boxeurs taille en face envoyaient vraiment les coups. Et lui, quand il paraît, c'était des vrais coups qui paraient, en fait. D'accord. Donc, fallait faire gaffe. Il a eu très mal à l'avant-bras. On a cru qu'on allait devoir arrêter, mais mais il y allait. Il s'est fait une entorse, il a continué. Enfin, tu vois, il a vraiment un mental d'acier de star américaine. Quand tu vois Tom Cruise qui se pète le pied en faisant sa cascade, dans Mission Impossible. Nassim, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est un mec, je le vois, il court sur la séquence. Après qu'il est sur un truc tout bête en plus, il s'est fait une entorse là où il jette son flingue dans une espèce de mare. Ouais. Et là, il s'est fait une entorse sur ce plan-là. Donc, il s'est strappé tout seul, il y est retourné. D'accord. Et il n'a pas ralenti le film, il a enchaîné. Et c'est un bonheur. Enfin, quand tu es metteur en scène et que tu as un acteur qui te donne ça, je le vois dans le fantasme des stars américaines qui ont ces légendes urbaines de il s'est pété le pied, il a continué. Nassim, c'est ça. D'accord. Et c'est pas du bullshit, il y va vraiment. Et alors, 2-3 millions d'euros, c'est ça le budget du film? En fabrication, c'est 4 au final. D'accord. Parce qu'on a eu la surprise d'avoir Studio Canal. Quand en fait, on a proposé le film à Netflix en premier, qui ont refusé parce que ça se passait pas en France. Et donc, eux, ils ont besoin de local for global. Donc, que l'action soit vraiment française. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment la raison pour laquelle ils voulaient pas y aller. Mais derrière, moi, je me suis dit, si Netflix n'y va pas, c'est mort. Et puis, on se dit, on l'envoie quand même avec mon producteur Dimitri Stéphanides et Vincent Roger. On se dit, voyons-le à Studio Canal et à Canal+, on voit ce qui se passe. Et tout de suite, ils l'ont pris. Donc là, on se dit, tiens, ça peut être cool, mais on était à la moitié du budget qu'il nous fallait pour faire le film. D'accord. Et puis là, on va voir France Télévisions et miracle, Manuel Alduy venait d'arriver à France Télévisions. D'accord, Manuel forcément, ouais. Manuel qui était ex de Canal, qui avait lancé les French Frayers. Tout à fait, ouais. Et là, on se voit, c'était quoi? Je crois que c'était à Cannes 2021. Et le Cannes qui a eu lieu en juillet. Et je lui dis, j'ai ce film... je pense que c'est pas pour France Télé. Et lui me dit non, moi j'ai besoin de films à 22h. Ma limite c'est John Wick. Et vas-y, on a besoin de faire des films français parce que justement les plateformes sont une vraie compétition à la télévision française et au cinéma français aussi. Et donc je pense que tout peut cohabiter, sauf qu'à un moment donné, notre cinéma français doit produire ce genre de film aussi.
Si on veut ramener les gens en salle, si on veut ramener le jeune public vers un cinéma français, c'est son discours, il me disait ça vaut le coup de tenter, essayons. Et en fait, je pense qu'il y a eu une envie de la part de France Télévisions, de la part de Canal et Studio Canal, de créer un prototype de cinéma populaire d'action avec Farang. Et si le film marche, il y en aura d'autres. Donc c'est vrai que moi j'ai tout fait, je me mettais une pression de dingue en me disant j'ai une responsabilité énorme pour que le film soit de qualité et qu'il puisse toucher les gens. Parce que si ce film marche, je pense qu'on peut avoir la possibilité d'avoir d'autres films de ce genre-là. Donc j'espère que le film sera apprécié à sa juste valeur pour ça, en fait. Alors c'est intéressant ton discours parce que en fait, quand tu regardes le film, malgré tout, tu ne ménages pas en fait ta peine, quoi. C'est-à-dire que en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça reste quand même un film de Xavier Jeance. Déjà, c'est méga gore. Enfin, je veux dire, pour un film français. Enfin, moi, je sais que en allant voir le film, j'avais vaguement entendu ce que c'était. Je connaissais un petit peu les prémices, mais j'avais pas du tout conscience en fait que c'était. Je savais que c'était un film de baston. Mais pour moi, film de baston, ça veut pas automatiquement dire on balance un hachoir dans la tronche d'une nana. Et là, en l'occurrence, il y a des tonnes de moments comme ça dans le film, de moments vénères et tout. Il y a personne qui te dit à un moment donné, Xavier, stop. On n'y arrivera pas, en fait, ça passera pas, quoi. Il y a Studio Canal, à un moment, ont vu une version plus trash. Ouais. Et là, il y a une version plus trash encore, d'accord. Okay. En fait, sur la mort d'un personnage extrêmement important du film. D'accord. Ça y va vraiment. D'accord. Mais genre, elle se fait déchiqueter vraiment. Et ça, on s'est dit, on peut pas, c'est trop. Et sur la scène du billard aussi, c'est beaucoup plus trash. D'accord. Mais on a élagué là, mais c'est tout. Donc là, t'es obligé d'élaguer, mais enfin je rassure quand même les auditeurs, ça reste un film assez vénère, quoi. Nous, on pensait prendre un moins de 16, et on va dire que le ton du film, on va dire que la scène la plus violente du film, qui est la scène de l'ascenseur, est tellement salvatrice et j'ai l'impression elle catalyse beaucoup de choses, ce qui fait que les gens de la commission de classification ont dit non, mais on met moins 12 parce que finalement on s'est vraiment éclaté et ça serait dommage le film est pas glauque, par contre il est extrêmement violent, mais en même temps c'est de la violence jouissive en fait. C'est pas de la violence écœurante ou autre. Et c'est vrai que hier soir à l'avant-première, on a halluciné. Moi, c'était la première fois que je voyais le film avec du public et j'avais l'impression d'être dans un festival comme IF ou Gérard Armé, où les gens étaient à fond. Ouais. C'était vraiment incroyable. C'est le premier public en fait, en vrai. C'est 2 semaines avant la sortie. C'est ceux qui ont une espèce de awareness autour de ce que c'est en fait, le film, et qui y vont en ayant conscience que on va avoir un gros film de baston, plus est français, et voilà quoi. Et alors j'aimerais bien qu'on parle un petit peu justement de ces scènes-là. Il y a effectivement, alors il y a la scène, on peut dire la scène du bordel, c'est ça, voilà. Il y a cette scène-là déjà en fait qui est assez chorégraphiée. Alors il y a un côté plan séquence aussi un peu là-dedans, non? À chaque fois, en fait, le travail qu'on a fait avec Jude, c'était de lui, en fait, et ça fait partie du travail que Gareth Evans fait, mais ça vient du cinéma de Hong Kong. Ouais. C'est évitons le montage, le surdécoupage. Et en fait, on s'est mis un dogme pendant tout le film, c'est toutes les scènes d'action seront tournées à une caméra. Il y a un plan et on essaye de tenir au maximum le rythme dans le plan pour éviter de monter. On voulait pas que ce soit du surdécoupage comme ça pouvait l'être. Et moi, j'ai appris l'action quand je faisais de l'action avant de faire Gangs of London en multicam. C'est-à-dire que je faisais des choses, je faisais du shaky cam, et je me rendais compte qu'en fait, je cachais un peu la misère, alors qu'en fait, la vraie chorégraphie de combat de Hong Kong, des films asiatiques, c'est de tenir dans la longueur en fait. Et là on s'est dit non, essayons de tenir au max, et c'est pour ça qu'il y a ce sentiment de plan séquence avec des panneaux filés, mais en vrai c'est plein de petits plans avec des plans de coupe de partout. Mais long, un petit peu long, un peu plus long d'habitude. Exactement, quoi. Exactement. Et du coup tu utilises quel type de focale par exemple en fait quand tu as un décor comme ça pour arriver justement à rendre ça lisible? Pour les choses les plus immersives, c'est plutôt des longues focales, c'est-à-dire qu'en fait tu vois dans le cinéma américain récent, tout est longue focale, ça bouge un peu de partout. Et en fait, le cinéma de Hong Kong, et moi je le voyais avec Choi Ark et Ringo Lam quand j'étais stagiaire sur leur film, en fait ils étaient toujours... Oui, parce que c'est quand même un truc qui est génial, t'as été stagiaire... Ouais, sur 2 Van Damme. Sur 2 Van Damme, à Nice, quoi. Ouais, mais qui sont des films de Tsui Hark et de Ringo Lam, Double Team et Risque Maximum, quoi. Et c'est vrai que c'était... Prédestiné, quoi. Ouais, c'était un peu prédestiné, quoi. Et c'est vrai que d'un coup, je me disais, la manière dont ils avaient de filmer l'action, c'était tout le temps avec des focales hyper courtes pour vraiment être dedans. Et c'est vrai qu'avec Jude, on se disait, non, là, on va être dans un ascenseur. À un moment donné, on a une séquence et on s'est dit, on prend la focale la plus courte, on était au 18 mm.
Et au moins, on peut vraiment accompagner l'action avec nos personnages, faire des panneaux filés, suivre vraiment ce qui se passe, mais au plus près d'eux. Et la caméra était jamais à moins d'1 mètre de l'action. Donc ça, c'est courte focale. Ouais, c'est courte focale. Et t'es toujours en immersion avec eux. En permanence, on est en immersion, on reste avec eux, de manière à ce qu'on ressente vraiment les coups, la violence de ce qui s'y passe, et que tu aies l'impression d'être enfermé dans les décors avec les gens qui se battent, quoi. Ouais. Que les gens, quand ils tombent au sol ou quoi, t'as un sentiment de proximité. T'es pas juste spectateur de l'action. Il y a quand même deux, parce que pour les amateurs de films d'action, même si encore une fois, effectivement, c'est ce type de baston-là, faut quand même dire qu'il y a quand même deux références incontournables dans le film. Je pense que le couloir, c'est Old Boy. Ouais, mais voilà. Version de dos. Voilà, c'est ça, du dos, quoi. Et l'ascenseur, c'est Die Hard 3, quoi. Ouais, mais justement, ça a été... Die Hard, moi, je trouvais... Mais la scène est très courte dans Die Hard 3. Ah ouais, oui, mais elle a marqué tout le monde, parce qu'en fait, elle a été refaite je sais pas combien de fois. Elle est dans Captain America, Winter Soldier, ce genre de choses, quoi. Et du coup, bon, là, tu vois, tu l'as refait, et en plus, tu les enchaînes un peu toutes les deux. Ouais, c'était... en fait, c'était vraiment se dire, voilà, le couloir, c'est une préparation, et c'est surtout aussi pour situer la géographie. C'est-à-dire, on arrive sur les docks un peu plus tôt avec Ansar, donc le personnage joué par Vitaya, et ensuite on avance, et comme dans un jeu vidéo, finalement on a une progression horizontale avant d'arriver à la verticalité et en fait ça monte crescendo, et en fait l'idée c'était vraiment de sentir narrativement que tout monte vers un point de climax, et en fait c'est à la fois à la mise en scène, en colorimétrie, narrativement, il y avait ce sentiment de courbe vers le haut. Et donc, en fait, si tu analyses le film, tu as cette lumière assez neutre quand on est sur les docks, puis on devient de plus en plus chaud, puis de plus en plus froid, pardon. On passe par la chambre froide. Excuse-moi, j'avais le truc qui venait en anglais parce qu'on l'appelait la cold room pendant qu'on tournait, où ils mettent la drogue dans les crevettes, puis on est dans ce couloir vert glauque avant d'arriver à l'ascenseur qui est beaucoup plus chaud, avant d'arriver dans l'antre de la bête à la toute fin du film, en fait. Et il y avait vraiment ce sentiment de courbe qu'on voulait marquer au montage, à la mise en scène, à la musique, et je pense qu'on le ressent dans le film. En fait, il y a un vrai crescendo, il y a aussi un crescendo dans la violence à ce moment-là, et je pense que quand le public réagit, enfin moi hier soir j'ai halluciné parce que ça a marché. Ouais. Les gens à ce moment-là, à la fin de la séquence de l'ascenseur, avant le final, ils sont exténués, puis il y a une réaction de fou dans la salle, quoi. Ouais. Et alors, il y a comment dire, il y a l'action. Mais il y a aussi ce truc dont tu parlais un petit peu au début du podcast, en fait, où tu disais, voilà, je voulais faire un film sur un expatrié, quoi. Qu'est-ce que le fait de tourner là-bas en Thaïlande, en fait, qu'est-ce que ça a apporté au film au sens, est-ce que, par exemple, ça te permet d'avoir plus de choses avec le budget, avec un budget français? C'est-à-dire, est-ce que le fait de tourner là-bas, il y a une main-d'œuvre locale qui permet, en fait, de peut-être, je sais pas, tu vois, le coût de la vie est moins cher, je sais pas s'il y a des choses, voilà, qui permettent que t'aurais pas pu te permettre en France, quoi. Et la deuxième chose, c'est quelles sont les choses où tu t'es dit, mais en fait, ça, dans la nightlife, en fait, de la Thaïlande et tout ça, etc., il me le faut, en fait, il faut que je le mette. Je pense, par exemple, il y a cette scène avec les Ladyboys ou les trucs comme ça, où clairement, en fait, une scène comme ça, en France, je vois pas trop où est-ce qu'on aurait pu. Voilà. On aurait pas... en fait, quels sont tous les petits trucs que tu voulais rajouter qui donnent une couleur au film? Pour moi, je voulais voyager. Je voulais que le film te fasse voyager. C'est-à-dire qu'on se dise, on démarre dans un environnement social très français, et je voulais ancrer vraiment le film dans un univers très français, donc faire du vérisme, parce que notre cinéma français est connu pour notre cinéma vérité, qui est notre vraie marque de fabrique à l'international. Et je me suis dit non, on va vraiment sur de l'authentique, et petit à petit, il fallait que le film bascule, et j'avais un fantasme de Sorcerer. Et j'ai construit le film comme Sorcerer de Friedkin, mais avec une intro, j'ai qu'un personnage. Ouais, donc t'as pas quand même que Full Contact en référence. Non, non. Ok, d'accord. Non, Full Contact, c'était parce que je me souvenais de l'émotion de la fin quand j'étais ado, et j'étais là, j'avais ma petite larme et tout. Donc ça, c'est pour la blague, tu vois. Mais la vraie rêve, c'est Sorcerer. D'ailleurs, dans Sorcerer, t'as des mecs qui sont... t'as 3 portraits de mecs, 4 portraits de mecs qui ont leur backstory. Et pendant 1 heure, Friedkin développe leur backstory. Et en fait, d'un point de vue purement cinématographique, je me suis dit, non, je veux un vrai premier acte. Je veux que le film se pose. Ouais. Je veux pas démarrer mon film avec un deuxième acte, comme tous les films aujourd'hui. Il faut vraiment prendre le temps de développer mon personnage, de comprendre son origine, de comprendre d'où il vient, de comprendre son drame fondateur, de comprendre pourquoi il part là-bas.
parce que c'est des clés dont on a besoin aujourd'hui narrativement pour comprendre les personnages, puis c'est aussi prendre le temps, donner le temps au spectateur de se poser, d'arriver dans le film, de se mettre dans le décor, de se dire bah tiens, le film en fait c'est un vrai voyage, t'es pas seulement dans un shoot d'adrénaline, il va arriver, mais vas-y on y va, on progresse tout doucement, et avec ma monteuse, mes scénaristes, on s'est dit non, prenons le temps. On installe les choses, on installe du mystère, on installe de la vie autour de ces personnages, on les fait exister. Et petit à petit, on fait monter la tension, on prend le temps de rencontrer les antagonistes, et puis voilà, on est posé pendant 1h30 dans une salle obscure, et je voulais revenir à l'idée d'une expérience collective de cinéma. Ne pas faire un film fast-food, comme on peut en voir des tonnes, Oui, qu'on regarde chez nous parce que voilà, on est sur notre téléphone et autres, et donc on perd l'attention. Non, j'ai vraiment pour moi, c'est une vraie expérience de cinéma, parce que tu vas voyager. On te met dans le fauteuil du roller coaster au début, on t'arnache, et puis tu pars, et c'est comme si tu allais faire un Space Mountain qui prend son temps pour monter, et puis une fois que c'est parti, ça s'arrête plus en fait. Et je voulais vraiment inviter le spectateur au voyage et l'emmener tout doucement, ressentir le personnage, ressentir ses émotions, prendre le temps de la vie de ce personnage en fait, son quotidien, le quotidien avec sa femme, qu'on s'attache à sa femme, qu'on y croit, qu'on croit à sa relation. Et finalement c'est vrai que je te parle de Sorcerer, mais j'ai envie de te parler de Braveheart aussi, tu vois, parce qu'il y a eu, dans Braveheart, pour moi, c'est la plus belle histoire d'amour et de revenge movie. Qui est coupé au milieu, effectivement, en fait, tu vois. Qui amène la vengeance, bien c'est sûr. Ça. Et dans les repérages sur place et tout comme ça, parce que en fait, ce qui est assez étonnant finalement, c'est que moi, je suis jamais allé en Thaïlande, mais il y a souvent des images de cartes postales, et en admettant que même s'il y a quelques images de cartes postales dans ton film, elles sont toujours je trouve un tout petit peu différentes en fait. Parce qu'en fait, c'est toujours tourné vers Phuket ou Krabi, où il y a des pains de sucre et tout, qui sont le cliché de la Thaïlande en fait. Et là, je me disais, non, mais mon gars, il va pas se cacher là où tout le monde va. C'est pas possible. Il va se cacher dans le village le plus paumé. Et en fait, je me disais, quel est l'endroit le plus paumé où je pourrais moi-même aller me cacher si j'avais fait une connerie. Et en gros, j'ai regardé un petit peu. Si le film se plante et qu'il faut que tu te barres au cas où. Et non, en fait, je voulais absolument trouver un endroit qui soit loin de Bangkok, donc loin de la ville. Et si tu veux, j'ai regardé un peu. Il y a toutes les zones touristiques qui sont au sud de la Thaïlande et qu'on a vu 15 fois dans des films. Ouais. Et là où il y a les jungles, les plages et tout ça, ou les îles. Et je me suis dit non, on va pas aller là parce que c'est trop facile en quelque sorte. Et puis on l'a vu dans The Beach de Danny Boyle et tout. Enfin, tu vois, il y a plein de films qui ont illustré la Thaïlande. Et ou The Hangover, tu vois, qui te fait le tour en carte postale, pareil, bien sûr, le film. Et en fait, je me suis dit, non, partons là où il y a des marécages, là où le mec peut trouver un job de pêcheur, il y a quand même un hôtel de touristes où il peut avoir un petit job de bagagiste. Et en fait, j'ai regardé le long de la rivière Welu qui sépare la Thaïlande du Cambodge. T'as plein de petits villages lacustres comme ça qui sont tout au bord des rivières, et c'est des villages de pêcheurs. Et on a trouvé ce petit village de Bang Chan qui était un délire tellement c'était beau, et en même temps tu mets 1h30 de piste pour y arriver. Enfin, c'est vraiment paumé quoi. Et je me suis dit on va tourner là, et ça j'ai fait mes repérages sur Google Earth en fait. D'accord, ok. J'étais jamais vraiment allé en Thaïlande, une fois à Bangkok, mais jamais vraiment là-bas, tu vois. Donc en fait j'ai cherché sur Google Earth. J'ai trouvé des endroits et je me suis dit, tiens, ça a l'air super. Ensuite, on a appelé des mecs pour faire des repérages et puis on y est allé. D'accord. Et c'est là qu'on a validé nos décors. Mais en fait, c'est marrant, je me disais, c'est un peu comme Jules Verne qui écrivait sur des grands voyages et qui n'a jamais bougé de chez lui, en fait. Ouais, bien et sûr, en fait, c'est comme ça qu'on a construit le récit. Intéressant. Et du coup là en fait pour qu'un film, alors moi ça m'intéresse aussi en fait, pour qu'un film comme ça en fait rentre dans ses frais, que soit considéré comme une bonne affaire, en fait il faut faire combien d'entrées par exemple? Comme c'est un film qui n'a pas coûté cher, tu vois, en coût de fabrication je pense qu'on est à 4 millions, 4 millions 2, il faudrait faire à 300 000, on est super content. Ah ouais, bon vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, voilà. Ça serait super, ça serait super. Après je veux pas... J'allais citer un metteur en scène français qui a poussé les gens à aller voir son film pour sauver le cinéma français. Ah oui, non. Voilà, mais alors il a pas le même budget lui, tu vois. Il a pas le même budget. Et étonnamment en fait on en voit moins. Donc bref. Non mais tu vois, je voulais vraiment me dire voilà, j'essaye de faire un film sincère,
avec une vraie envie de cinéma derrière, donc une vraie expérience de salle et des choses inédites dans le cinéma français. Une vraie proposition atypique de partir d'un cinéma social réaliste pour aller vers le baroque en fait. Et voir qu'est-ce que ça peut générer. Est-ce que les deux se marient? Donc il y a quelque part une expérimentation dans ce récit-là. Et j'ai l'impression que notre pari il est plutôt gagné en fait. Ouais, puis c'est encore une fois, enfin je l'ai déjà dit 2-3 fois pendant le podcast, mais c'est clairement le genre de film qui n'existe pas en France en fait. Il faut avoir conscience. Et c'est en même temps à la fois un film, je trouve, qui te ressemble en fait, qui est assez même y compris dans le côté, comment dire, je pense pas que tu m'en voudras si j'utilise ce terme, mais côté bisseux en fait. Ah, bien sûr. C'est-à-dire voilà en fait, c'est-à-dire le mec qui arrive à mélanger à la fois. C'est un film que t'as dédié à ta fille. Ouais, exactement. Et moi j'ai trouvé ça assez amusant et assez touchant parce que je me suis dit mais il y a qu'un bisseux pour faire en fait, des massacres de hachette à la tronche, c'est dans la tronche des gens et en même temps dire pour ma fille à la fin si tu veux et a fait qu'effectivement cette petite touche émotionnelle à la fin quand je vais pas aller jusque là mais voilà il y a c'est vrai que c'est un espèce de truc qui fonctionne, qui est un espèce de roller coaster qui est assez amusant, mais avec voilà il faut avoir conscience que c'est un vrai film, c'est une vraie série B, vénère, gore, voilà, assez, comment dire, effectivement, moi, le côté Van Damme, en fait, assumé, tu reviens complètement en arrière, quoi. Alors, là, t'es en train de tourner, t'as fait une petite pause pour la promo du film. Exactement. Est-ce que t'es en train de tourner? Ouais, exactement. Un film avec des requins dans la scène. Voilà, donc bisseux, voilà, bien sûr. Bout, quoi. Bah, jusqu'au bout. Voilà, donc là, c'est en plein dedans, c'est pour Netflix. C'est ça, exactement. Ça sort, comment dire... Ça sort en juin l'année prochaine. D'accord. En fait, c'est une idée originale de Édouard Dupré et Sébastien Aucher. Ça avait été écrit par Yannick Dahan et Modé Wang. Et après, Netflix ont fait leur développement de leur côté. On a continué à travailler dessus pour pouvoir avoir quelque chose qui leur correspond. Et là, je pense qu'on a vraiment... Là, on est en tournage depuis 15 semaines à peu près. D'accord. Et c'est dans la même veine que Farang. D'accord. Et c'est l'histoire d'une jeune scientifique qui va essayer de sauver Paris d'une attaque imminente de requins. Est-ce que le requin est gros? Il y a un gros requin. Un très gros requin. Il y a un très gros requin. Okay. C'est pas un mégalodon, mais il y a un très gros requin. Ok. Et là-dessus, c'est un plus gros budget quand même. Ouais, c'est un gros budget et je sais pas si j'ai le droit de... Ah, t'as pas le droit de le dire. Bon, ben, ouais. C'est un gros budget en fait. C'est un gros budget. C'est plus gros que Farang. Ouais. Et par contre, c'est action. C'est... action, c'est horreur-action, c'est quoi? C'est pas Jaws, d'accord, parce qu'on pourrait penser que c'est Jaws. C'est Peur Bleue. C'est Peur Bleue de Rémi Harlin. C'est Peur Bleue. C'est un mix entre Peur Bleue et Aliens. D'accord. Ok. Bon. Si on doit simplifier le pitch, tu vois, mais c'est vraiment... non, je pense qu'on est entre Peur Bleue et Aliens, en fait. D'accord. Et juste après, par contre, t'aimerais enchaîner sur un autre projet de film d'action. Ouais. C'est quand même assez excitant, parce que tu m'en as un petit peu parlé en antenne. En fait, c'est un projet que j'écris en ce moment. Je le développe avec Jude Poyer, donc, qui est mon action designer de Farang et du film de requin. C'est-à-dire on a designé des scènes d'attaque de requins que je pense on n'a jamais vu. On a vraiment essayé de se dire qu'est-ce qu'on peut amener de nouveau. Et il y a 2-3 trucs qui sont assez ouf. Okay. Et là, on s'est dit non, essayons de se dire qu'on va faire le film européen, enfin en tout cas le film français d'action le plus intense possible en fait. Donc on est en écriture en ce moment pour essayer de trouver de craquer ce code là en fait, de trouver la solution narrative à ce que ça pourrait être. Et l'idée c'est de faire notre titre de travail pour l'instant, c'est de se dire voilà, on fait une sorte de Fury Road à la française, mais qui soit pas un post-apo. Très ambitieux. Voilà, c'est vraiment un film d'action qui est en mouvement tout le temps, non-stop, et qui a des enjeux dramatiques hyper importants et où je retrouverai certainement Nassim Lias aussi, donc on l'écrit en partie pour lui, et on veut vraiment faire quelque chose qui soit vraiment, vraiment intense, avec des propositions de séquences d'action qu'on n'a jamais vues, en tout cas en France. D'accord. Et tu crois que c'est possible? C'est une vraie question parce que ça, effectivement, il y a des lignes qui bougent un petit peu en France. On sait qu'il y a Alban Lenoir qui fait pas mal de films d'action. Il y a des trucs comme ça, mais c'est souvent pour public international. Toi, j'imagine que c'est un film que tu voudrais faire aussi pour le cinéma. Ah oui, j'adorerais le faire pour le cinéma. Et l'idée, c'est vraiment de se dire notre rêve, parce qu'on en rêve et que c'est le film ultime d'action, c'est de faire un hard-boiled à la française. Hard-boiled à la française. Voilà, on veut vraiment aller vers ça et toutes les séquences sont drivées par une espèce d'intensité visuelle non-stop. Et si tu veux, c'est vraiment sur le modèle de Farang visuellement.
Et je pense même qu'on peut se dire qu'ils partageront le même univers, mais en se disant, voilà, on fait quelque chose qui soit où tu te prends une claque de 1h45 non-stop et c'est un vrai ride. Et on le considère comme un vrai ride, et là, on est en développement de ça. Et là, on essaye de créer un diptyque aussi entre Farang et une version féminine qu'on développe aussi actuellement avec certainement Anaïs Parello dans le rôle principal. D'accord. Qui serait pareil, on va dire une sorte de Farang au féminin. Et pareil, qui est en développement aussi. Que tu voudrais réaliser aussi Je pense, ouais, c'est vraiment quelque chose que j'adorerais et qui serait, je pense, vraiment inattendu également. C'est-à-dire que ça serait plus un contre-pied. Dans Farang, c'est le héros qui chasse les bad guys. Là, ce serait l'inverse. Mais il tombe les bad guys tomberaient sur beaucoup plus coriace que ce qu'ils ne croient. D'accord, ok. Voilà. Bon, Xavier, merci beaucoup. Merci à toi. Farang, ça sort le 28 juin. Exactement. Donc le même jour qu'Indiana Jones, donc déconnez pas. Allez voir les deux. Enfin, mais en tout cas, à Farang peut-être en premier. Si Indiana Jones c'est complet, allez voir Farang. Voilà, ça fonctionne aussi, quoi. C'est ça. Un bon petit film de baston à l'ancienne. Ouais, puis c'est une invitation au voyage. C'est vraiment une envie de voyage. Enfin, pour moi, c'était l'idée. Voilà, on vous fait voyager, puis on vous fait faire un tour de roller coaster pendant 1h30. Tu sors de là, t'as passé une bonne soirée, tu peux aller boire des coups avec tes potes ou rentrer. Et je pense que les filles peuvent kiffer aussi. Parce que je pense que c'est important Hier, on avait beaucoup de public féminin à l'avant-première et on a eu plein de réactions féminines très positives sur le film. En fait, les filles ont adoré. Alors que généralement, les films d'action, c'est plutôt pour les garçons. Ouais. Et là, non, il y avait un vrai truc qui a plu. Je pense que c'est la relation avec la petite fille. Ouais, et puis l'histoire d'amour. L'histoire d'amour qui plaît vachement. Donc, non, on est plutôt content. Après, voilà, le film vous appartient. Mais... Voilà, alors une invitation au voyage et au coup de hachoir dans la tronche. Faut quand même le préciser parce qu'il faut pas non plus. Voilà. Bah ouais. Merci Xavier, merci Alain, merci à la technique, merci à Zvi en fait qui nous a permis de faire cette interview, à Hassan Guerard aussi qui m'a montré le film. Et puis on se retrouve une prochaine fois avec un prochain film. Merci, au revoir. Merci mec.